à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire du jour, c'est Yves Contasso, le président de Grand Paris Climat, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, l'association qui vise à coordonner les efforts de rénovation énergétique de la métropole. Il nous dira de quel levier il dispose et puis on reviendra sur ses engagements politiques, évidemment, chez les Verts et puis chez Génération.s. D'abord, je reçois Maxime Gransart, le directeur général adjoint de Technicoflore, maison française de composition de parfums, qui lance une nouvelle méthode de calcul de l'empreinte carbone de ses créations. Dans notre débat, on va découvrir le projet BrainCoder, un implant cérébral pour développer l'audition des personnes qui souffrent de surdité profonde. Et puis dans notre rubrique Startup et Innovation, l'univers médical aussi, puisque je vous présenterai First Doc. C'est une plateforme pour rendre visible la disponibilité des médecins. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Maxime Gransart. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général adjoint de Technicoflore, maison française de composition de parfums. Alors vous êtes déjà venu nous présenter Technicoflore il y a 2 ans à peu près, mais je veux bien que vous nous disiez, parce que c'est plutôt un métier de l'ombre. C'est quoi votre métier? C'est exactement un métier de l'ombre. Notre métier, c'est de créer des parfums pour les marques. Ouais. Donc pour tout type de produit susceptible de contenir un parfum. Alors bien évidemment les eaux de toilette, qui est le premier produit auquel les gens pensent, mais aussi les shampoings, les déos, les gels douche, toute la gamme des produits cosmétiques, des produits techniques, les produits d'entretien, les bougies, les capillaires, etc. Ouais. Donc effectivement, c'est très très vaste. Si on regarde, on s'est posé la question de l'empreinte carbone d'un parfum. C'est Carbone 4 qui répond à cette question. 16 kilos de CO2 pour l'achat d'un parfum. Bon, c'est très très vaste, mais ça me permet, moi, d'aborder la question des enjeux environnementaux que vous adressez. On va voir comment vous le faites dans votre entreprise, mais comment le secteur s'en est emparé? Est-ce que vous voyez vraiment une différence année après année? Alors oui, depuis quelques années, on voit que les choses évoluent, on voit qu'il y a une mobilisation, aussi bien des fournisseurs comme nous que des marques. Les grands enjeux aujourd'hui, c'est évidemment la disponibilité des matières premières, surtout quand on parle de matières premières naturelles. Ouais. Vous avez eu quand même une explosion de la parfumerie dite naturelle. Encore faut-il continuer à avoir des ressources. Vous avez bien évidemment la disponibilité de l'eau et la qualité de l'eau. Et puis vous avez tout ce qui touche au climat et plus précisément justement les émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail au niveau des marques, il y a un gros travail au niveau des fournisseurs comme nous pour les marques, mais aussi, si on va encore un petit peu avant, de la part de nos fournisseurs à nous, qui travaillent sur ces sujets, qui ont compris que c'était des vrais enjeux, que la data en général était une clé de succès pour demain. Alors ça fait moins rêver quand on parle de parfum et qu'on parle de data, on a plutôt envie de parler de créativité, d'émotion, de sensations, etc. Mais la data, je pense, est un élément clé pour que notre industrie puisse continuer à se développer. Et alors, quand vous parlez de data, donc ça veut dire mesurer, quoi. Et ça veut dire notamment mesurer l'empreinte carbone d'un parfum, d'une formule, d'une composition. Vous avez créé une méthodologie, on peut dire ça, qui s'appelle Global Scent Track. De quoi il s'agit? Exactement. Global Scent Track, c'est une méthodologie qui nous permet de calculer l'empreinte carbone de nos formules de parfum, mais aussi d'associer à ce résultat un niveau de fiabilité. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, on a un souci de transparence, c'est-à-dire qu'aller communiquer une information sur un score carbone sans connaître la fiabilité de la donnée, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de relier les deux, la donnée carbone et la fiabilité de cette donnée, parce qu'on en est encore au début. Et quand on parle de décarbonation, encore faut-il avoir une vision claire du point de départ, que la photographie du point de départ soit pas floue. Et donc c'est important de pouvoir mesurer aujourd'hui la fiabilité de la donnée, et la donnée bien sûr. Mais alors comment vous arrivez, parce que c'est pas immatériel évidemment, non. Une formule ou une composition, mais qu'est-ce qui rentre dans son bilan carbone? Alors ce qui rentre dans le bilan carbone d'une formule de parfum, vous avez évidemment le transport, vous avez la production, mais la grosse part finalement ce sont les matières premières que l'on met dans nos parfums. Et c'est à ce niveau-là que la donnée jusqu'à aujourd'hui était
soit existantes, les gros acteurs, les gros fabricants de matières premières, qui eux font des analyses du cycle de vie complet de leur formule, mais ça coûte entre 20 et 30 000 euros. On sait que la fiabilité est proche de 100%, mais tous les petits fournisseurs peuvent pas le faire. Et donc vous avez tout le reste des autres fournisseurs pour lesquels soit ils n'ont pas de données, soit ils n'ont pas les outils. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui impose une méthodologie commune. Donc l'idée, c'était de développer avec Carbone 4 un outil qui nous permette, qui permette à nos fournisseurs de calculer leur empreinte carbone. Donc ils nous fournissent de la donnée, c'est nous qui calculons à leur place. Avec un niveau de fiabilité aujourd'hui autour de 80%. Et du coup... Mais est-ce que vous avez les données carbone? Parce que c'est peut-être pas si facile de les récupérer. Alors en fait, l'objectif justement, c'est de leur donner une sorte de questionnaire. Ils nous remplissent la data et c'est l'outil que nous avons développé avec Carbone 4 qui lui s'appelle Centrac, qui permet de calculer cette information carbone. Voilà. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, donc vous aviez soit les fournisseurs qui avaient de la donnée, et puis tout le reste, et ça représente quand même 78% de nos matières premières, c'était soit des extrapolations, soit des approximations avec des fiabilités entre 10 et 35%, donc très faibles. Et aujourd'hui, en moyenne, la fiabilité d'une formule de parfum en termes de données carbone, c'est aux alentours de 50%. L'objectif avec le lancement de cette méthodologie, c'est d'ici 18 mois d'être à 85% de fiabilité. Donc une vraie marge de progression et qui nous donnera une photo de départ de façon à aller vers un programme de décarbonation. C'est une innovation qui n'a pas d'équivalent dans le secteur. Vous êtes les premiers? Non, alors nous sommes les premiers. Évidemment, quand on est le premier, souvent on devient un petit peu la référence. Et puis l'objectif surtout, c'est de fournir à nos fournisseurs cette donnée qu'ils pourront ensuite, eux, utiliser pour leurs autres clients. Voilà. Donc il y a vraiment un côté vertueux là-dedans. C'est que au lieu de dépenser 20 ou 30 000 euros pour une analyse du cycle de vie de leur matière première, ils nous remplissent un questionnaire et ils ont l'information gratuitement qu'ils peuvent utiliser ensuite. Alors c'est aussi un argument économique pour vous? C'est évidemment un argument économique aussi. Aujourd'hui, être la seule maison de composition de parfum à être capable de donner à nos clients qui sont très en demande de ce genre d'informations la donnée carbone de nos formules et le niveau de fiabilité, donc d'aller vers de la transparence, c'est évidemment aujourd'hui un avantage concurrentiel. Alors justement, vous avez devancé la question que j'allais vous poser sur alors il y a l'engagement de l'entreprise, j'en doute pas une seconde, mais la part de pression de vos clients pour obtenir justement une donnée carbone la plus fiable possible. C'est-à-dire que, voilà, on a bien compris, on est dans une chaîne de valeur, vous êtes vraiment au milieu là, au cœur du réacteur, si j'ose dire. Donc la pression de vos donneurs d'ordre, comment elle s'exprime et depuis quand? Elle s'exprime depuis 2-3 ans, quand ils ont commencé à développer des outils qui permettent soit de mesurer l'impact carbone de leur formule, soit plus globalement l'impact environnemental de leur formule. Et si vous décomposez tout ça, vous avez le transport sur lequel ils ont déjà des informations, parce que l'industrie est bien en avance sur toutes ces informations-là. Vous avez la production, où ils ont des informations. Et puis vous aviez une espèce de boîte noire qui s'appelle matière première. Et dans matière première, il y a parfum. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations et qu'aujourd'hui, les marques en ont besoin pour aller vers une amélioration et une progression. Alors évidemment, aujourd'hui, le parfum, ça ne représente pas le plus gros impact dans un produit fini. Quand vous êtes dans une crème concentrée à 1%, le parfum, ce n'est pas un gros impact. Mais c'est un peu comme quand vous faites un régime, c'est-à-dire les premiers kilos sont faciles à perdre, c'est les derniers qui sont plus compliqués. Et si vous n'avez pas les outils et des éléments de mesure et de comparaison, c'est impossible. Voilà. Et la part de l'impératif de transparence, parce que dans cette chaîne de valeur, il y a les clients. Et donc effectivement, quand on lit la composition d'un produit, qu'on essaie de comprendre son bilan carbone, parfois il y a des zones d'ombre. Donc c'est éclairer tout ça, il y a cette logique. Oui, parce que encore une fois, associer la fiabilité de la donnée, c'est donner de la véracité à l'argument, et c'est rassurer aussi le consommateur sur on n'est pas dans le domaine du greenwashing, on n'est pas en train de faire du baratin. Les choses sont vraies, sont quantifiées, sont mesurées. Et le fait d'avoir travaillé avec Carbone 4 pour développer cet outil, c'était pour nous aussi un gage de qualité, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus gros acteur sur les sujets de la décarbonation. D'ailleurs, ça a pris combien de temps? Ça a pris environ 1 an et demi. D'accord. Et là, on compte encore à peu près 18 mois de façon à récolter toute l'information auprès de nos fournisseurs. Avant que ça soit
pleinement opérationnel, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, vous commencez à l'utiliser d'ores et déjà avec certains Alors on commence à partenaires. l'utiliser parce que quand on a commencé à en parler, les clients tout de suite nous ont demandé J'en veux. Voilà, je veux connaître l'impact carbone de ma formule de parfum. Ouais. Et puis surtout auprès de nos fournisseurs aussi, où là nous avons des équipes complètes qui sont en train de récolter la donnée et de faire des mesures. Alors, il y a au-delà de cette méthodologie, il y a les engagements de Technicoflore, alors, notamment sur la politique d'achat. Je veux bien qu'on en dise un mot, il nous reste 2 minutes, mais il y a tout un programme que vous avez appelé Better Tomorrow. Exactement. C'est ça. Et alors, souvent, on se rend compte ici que la politique d'achat, c'est un levier très important. À quel point ça l'est? C'est un levier très important parce qu'aujourd'hui, les matières premières, si on reste sur le carbone, représentent environ 70% de notre empreinte carbone. Okay. Donc aujourd'hui, avec Better Tomorrow, ça nous permet de qualifier nos fournisseurs comme étant responsables ou pas, selon un certain nombre de critères, comme maintenant le score carbone de la matière première, mais aussi les respects de la biodiversité, l'utilisation de processus de transformation plutôt verts, le commerce équitable. Voilà. Donc ça nous permet aujourd'hui de qualifier nos fournisseurs et de choisir, quand on crée une formule, de choisir un fournisseur. Alors je prends l'exemple de la bergamote, une bergamote plutôt responsable ou une bergamote qui l'est un peu moins. Voilà, en fonction soit des convictions du parfumeur ou des demandes du client. Mais l'objectif est d'arriver à terme avec un portefeuille de matières premières qui soit 100% responsable. Et on n'en est pas loin aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que ça SM ? Est-ce que c'est de plus en plus facile de trouver des producteurs dans ce choix des matières premières qui respectent ce cahier des charges? En fait, ça veut dire que nous, on a dû s'adapter en tant que fournisseurs des marques et que les fournisseurs des marques doivent aussi du coup s'adapter et travailler parce que sans la chaîne complète, aujourd'hui, on n'arrivera pas à progresser et aller vers une partie. Mais est-ce que vous avez certains de vos fournisseurs qui sont en train de perdre des marchés parce qu'ils ne s'adaptent pas assez vite? Alors, je pense que ça va arriver. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais c'est aussi un coût. Tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que nous... il faut les accompagner d'ailleurs. C'est pour ça qu'on les accompagne. Il s'agit juste de mettre un diktat en disant il faut que tu sois comme ça, sauf que l'entreprise ferme, ça sert à rien. Nous sommes d'accord, c'est pour ça qu'on a décidé aussi de leur donner gratuitement la donnée qu'on calculait pour eux. Voilà. Et qu'ils puissent l'utiliser ensuite auprès même de nos concurrents. Voilà. Merci beaucoup Maxime Gransart, merci à vous. Et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, on va parler de neurosciences, la neuroscience pour lutter contre la surdité. C'est le débat de ce Smart Impact. On va être au cœur de l'innovation, des neurosciences avec Mounia Chaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice associée au fonds Turenne Santé. Et Brice Batelier, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS. Et vous allez nous parler de ce projet Brain Coder. Je veux bien que vous nous présentiez ce fonds Turenne Santé. De quoi on parle? Alors c'est plusieurs fonds déjà, c'est des fonds qui sont dédiés à la santé et qui investissent dans des sociétés qui vont du pré-amorçage comme Brain Coder jusqu'au capital développement transmission. On a un peu plus d'1,5 milliard sous gestion, on a accompagné une 50aine d'entrepreneurs en 12 ans et réalisé 25 sorties sur un multiple moyen de 2,7 fois la mise. Alors j'ai déjà reçu pas mal d'entreprises qui étaient dans ce secteur de la santé. Je suis toujours frappé par la longueur de l'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça. Il y a un retour sur investissement plus rapide que je ne le pense. Très rapide. Nous, nos moyennes d'accompagnement, c'est 5 ans. Entre l'entrée et la sortie. Donc, on peut faire des choses rapides. Alors, c'est plus ou moins long, suivant la date d'entrée au capital et suivant aussi les aléas du projet. Mais il y a des projets qu'on a accompagnés entre la création et la sortie, c'est écoulé 3 ans. D'accord, donc ça peut être rapide. Brain Coder, en quelques mots, c'est une innovation qui est assez fascinante, puisqu'il s'agit d'aider les personnes qui souffrent de surdité, c'est ça, de surdité profonde? Brain Coder, c'est vraiment un nouveau dispositif médical pour traiter la surdité profonde, qui actuellement est traitée par l'implant cochléaire, qui est un dispositif qui fonctionne pour créer une perception des sons basiques, efficace mais basique. Et donc l'idée de Brain Coder, c'est de créer un implant cérébral qui vise maintenant le cerveau, alors que l'implant cochléaire est basé au niveau de l'oreille. Et au niveau du cerveau, on peut positionner beaucoup plus d'électrodes et passer beaucoup plus d'informations pour créer une perception naturelle, en fait. Donc là, on est dans un laboratoire de neurosciences, c'est ça? Exactement, actuellement. Avec vous en êtes tout du projet, on parlait de pré-amorçage, donc vous en êtes tous, ça fait combien d'années déjà que vous travaillez sur cette idée-là? Donc sur cette idée, on travaille depuis 5 ans dessus, on a fait un dispositif préclinique, donc c'est-à-dire chez l'animal, on a démontré sa fonctionnalité et son impact dans ces conditions, et donc maintenant on est à l'étape où on voudrait passer, on est en train de construire en fait le dispositif qui sera
sera implanté chez les patients. Et alors comment vous accompagnez, Mounia Chaoui, un projet comme celui-là? C'est quoi le facteur déclenchant, tout simplement? Alors là, ce projet, il est accompagné par notre fondation, parce qu'on a une fondation chez Turenne Santé qui s'appelle la Fondation Béatrice de Nice, qui était la personne qui m'a précédée chez Turenne Santé et qui malheureusement décédée d'un cancer. Et donc on a fait perdurer cette fondation qu'elle avait fondée initialement et on l'a renommée en son honneur. Et donc c'est avec cette fondation qu'on finance actuellement le projet BrainCoder. Il est possible que par la suite on le finance avec nos fonds de capital risque. Et c'est un projet en fait qui a été sélectionné parmi une quarantaine de projets, parce que chaque année on fait un appel à projets, on reçoit 40 projets. D'abord on en présélectionne une vingtaine avec la capacité de création d'une entreprise, et ensuite il y a 2 experts externes qui analysent pour nous le projet avec la validation technique, scientifique, mais aussi la validation d'un go-to-market pas trop long. Et également d'un potentiel de marché suffisant. Et ensuite, on réunit un nouveau jury qui va sélectionner définitivement le gagnant. Et lors d'une cérémonie qui a lieu en général en juin, on remet le prix avec différents entrepreneurs de la santé. Donc c'est comme ça qu'il a été sélectionné. Donc il a eu voilà, exactement. On valide aussi la propriété intellectuelle. Nous, ce qui nous a beaucoup plu chez ce projet, et bon, j'espère que vous pourrez mettre ça à l'antenne, mais il y a en fait, on vous fait écouter les 4 saisons de Vivaldi avec un implant cochléaire et avec le dispositif de BrainCoder, et la différence, elle est juste exceptionnelle. Et c'est un marché qu'on a trouvé intéressant, qui est important, qui a très peu évolué toutes ces dernières années, puisque les implants cochléaires, c'est une technologie assez ancienne qui a assez peu évolué sur la différenciation des sons depuis que ça a été développé. Et là, par contre, ça permet cette différenciation dans les sons de manière très très fine. Et en plus, c'est une technologie qui peut être facilement utilisée, puisque les implants au niveau cérébral, c'est des choses qui sont déjà très utilisées en neurochirurgie, avec tout ce qui est implant en Parkinson, etc. Et là, avec une technologie beaucoup moins invasive, donc qui sera forcément très adaptée, adoptée par le marché. Brice Batelier, il s'adresse, ce dispositif, plutôt aux patients pour qui les implants classiques ne fonctionnent pas, ou alors ça peut concerner toutes les personnes qui souffrent de surdité? Alors, dans un premier temps, effectivement, nos premiers patients cibles, ce seront les patients qui ont perdu le nerf auditif et donc qui ne peuvent pas recevoir d'implant cochléaire. Donc ça, c'est vraiment notre go-to-market. Mais si chez ces patients on démontre effectivement l'efficacité qu'on a prévue, ça pourra concerner tous les patients pour avoir une restauration meilleure en fait. Comment, alors on est dans l'interface entre le cerveau et l'implant, donc la machine. C'est évidemment toujours assez fascinant. Voilà, comment ça marche, c'est quoi, qu'est-ce que vous implantez? J'ai vraiment des questions de béotien, de curieux là à vous poser. Alors ce qu'on implante en fait, c'est des électrodes flexibles qui viennent épouser la surface du cerveau, qui cible la zone du cerveau qui crée la perception auditive. C'est connu depuis très longtemps en neurochirurgie que quand on stimule électriquement cette zone, on génère des perceptions. Donc nous, on veut exploiter cette propriété. Et en fait, l'élément clé qui nous permet de créer ce dispositif, c'est la partie software en fait, la partie software du dispositif. Comment on transforme l'information auditive dans le langage des neurones qui codent la perception des sons. Et donc on a créé cet algorithme qu'on a appelé BrainCodec, qui permet de faire cette opération clé en fait. Est-ce qu'il y a déjà, parce que là on est vraiment dans l'innovation, un référentiel réglementaire? Enfin, oui, est-ce que les autorités de santé se sont déjà penchées sur ce type d'implants cérébraux, ou est-ce que ça fait partie du chemin et vous avancez parallèlement avec les autorités de santé? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui existent, puisque, comme Mounia en a parlé, il y a effectivement les implants pour les patients parkinsoniens de stimulation profonde. Donc, il y a déjà de l'existant. La différence pour nous, c'est que les implants existants stimulent plutôt avec une électrode et que nous, on va amener beaucoup de courant en même temps. Et donc là, on doit discuter effectivement avec les instances de régulation pour savoir quelles vont être les bonnes normes de sécurité, en fait.
Cette barrière réglementaire qui doit être inhérente d'ailleurs aux investissements santé, vous l'intégrez à vos choix, à vos décisions ? Complètement. D'ailleurs, elle fait partie de la durée qu'il faudra pour atteindre le marché. Et donc, c'est un aspect qu'on regarde effectivement en détail avant d'investir dans un dossier. Alors, est-ce qu'on est dans le... Pardon, parce que en vous posant la question, je me disais, est-ce qu'on est dans la caricature de ce que la France peut produire en matière de paperasse et de barrières réglementaires, ou est-ce qu'en matière de santé, c'est plus simple ? Alors, non, c'est pas facile. Et puis en plus, ça s'est complexifié en Europe, puisqu'avant, on avait, pour les dispositifs médicaux, on avait ce qu'on appelait le marquage CE, qui était plus facile à obtenir que l'agrément FDA qui est nécessaire pour les États-Unis. Et là, ça s'est complexifié en Europe parce que c'est vrai qu'il y a eu des scandales dans le passé, le scandale PIP par exemple sur les implants en silicone mammaire et aussi sur Ceraver, sur des implants orthopédiques. Donc du coup, ils ont complexifié au niveau européen et aujourd'hui, ça devient, ce qui est dommage, aussi complexe en Europe qu'aux États-Unis. Et donc les gens ont plutôt tendance à aller d'abord aux États-Unis parce que c'est qu'un marché et il y a beaucoup de patients, plutôt qu'en Europe où vous allez avoir un système de remboursement qui va être propre. Les deux. On peut concilier enfin, heureusement d'ailleurs qu'il y a des règlements pour nous protéger, mais sans tomber dans l'extrême complexité. On aurait pu concilier les deux et puis surtout que sincèrement les scandales Ceraver et les scandales PIP, c'était des scandales qui étaient des scandales de fraude, c'était pas lié au marquage CE. Donc c'est dommage qu'on ait plus complexifié parce que du coup, pour moi, je trouve qu'on a perdu d'une certaine façon pour l'Europe un avantage compétitif qui était majeur. Il y avait même des sociétés américaines qui venaient en Europe d'abord pour faire approuver leur innovation parce qu'elles trouvaient que le marquage CE était plus facile à obtenir. Et là, on est dans le cas contraire. Et c'est vraiment dommage qu'on ait perdu cet avantage compétitif. Vous en êtes où, Brice Batelier, des essais cliniques, enfin voilà, j'ai bien compris que faut pas aller plus vite que la musique, mais vous dans votre plan, à quelle échéance vous pouvez imaginer implanter aider des personnes qui souffrent de surdité profonde à mieux entendre. Donc notre échéance, c'est on est en train de mettre en place des partenariats avec des cliniciens, donc des neurochirurgiens, pour faire une première chez l'homme, donc des premiers tests. Et ça, c'est à échéance de 3 ans environ. De 3 ans, et donc à cause du parcours réglementaire dont on parlait. On va faire des tests préliminaires de sécurité, et donc on s'est donné cette échelle-là qui est assez raisonnable. Et alors après, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, vous faites les premiers tests chez l'homme, on va avoir des vidéos avec un patient qui entend les 4 saisons de Vivaldi et avec son regard et son sourire qui s'éclaire. Qu'est-ce qui se passe après ? Entre le moment où on l'a testé pour la première fois chez l'homme et puis où ça devient vraiment un dispositif médical. Dans le premier test, on va tester un prototype. Et l'étape d'après, ça sera vraiment de construire le dispositif final et ensuite de le valider à travers un véritable essai clinique sur une 50aine de patients. C'est à peu près l'ordre de grandeur pour les implants cochléaires actuellement. C'est ça qui déterminera ensuite la commercialisation du dispositif. BrainCoder, c'est déjà une entreprise ou c'est encore un programme de recherche ? C'est encore un programme de recherche, mais ça va devenir une entreprise l'année prochaine. Et vous êtes là pour accompagner aussi le passage de l'un à l'autre ? Exactement, on est à la disposition de Brice s'il a des questions sur son business plan, etc., l'introduire à des gens, et puis aussi le financer dans cette phase de preuve de concept. Ça représente quel marché ? Alors le marché de la surdité profonde, c'est environ 3 milliards d'euros au niveau mondial par an. C'est 1700 implantations en France. Donc c'est quand même pour un marché autour de 100 millions d'euros en France. Donc c'est quand même un gros marché. C'est intéressant. Oui, bien sûr, et c'est forcément rentré dans votre équation. On parlait de l'Europe, on est dans une phase où on parle beaucoup de moments de rupture sur beaucoup de thèmes aujourd'hui en Europe. La concurrence, elle est américaine, elle est chinoise. Comment vous pensez qu'on se situe face à cette concurrence sur ce marché des neurosciences aujourd'hui ?
Alors, je dirais qu'elle est américaine et elle est chinoise, de plus en plus. Après, moi, je trouve qu'en France, on a une science de très bonne qualité, on a des très bons médecins, des très bons KOL, on a des très jolies technologies, et en plus, on a de plus en plus des entrepreneurs à succès. Donc, on a tous les outils pour réussir. Ça veut dire qu'il y a un écosystème autour de la santé qui existe et qui est encore puissant en France. Qui est encore puissant et très compétitif. On a encore le crédit impôt recherche, qui est un avantage majeur pour nos entreprises dans le monde de la recherche. Et on a des très bonnes équipes et qui savent ce qu'elles font. Donc c'est pour ça que récemment, il y a eu beaucoup de succès, beaucoup d'entreprises qui ont été cédées pour des valorisations très importantes à l'industrie de la santé. Il y a une question peut-être d'éthique. Qui dit implant, dit données neuronales. Qui va à qui elles appartiennent, vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous poser la même question à tous les deux, je commence avec vous. Nous, on a constaté le problème parce qu'en fait, on va créer un dispositif qui va seulement stimuler le cerveau. D'accord. Et donc, qui ne va pas acquérir de données. D'accord. Et donc, on n'aura pas cette question-là. Mais c'est une vraie question quand on parle de c'est une vraie question, mais elle est traitée parce qu'on a une politique RGPD en Europe, qui est d'ailleurs très bien faite, et donc les sociétés dans le monde médical doivent le respecter, et notamment les sociétés dans le monde du logiciel. RGPD, Règlement Général de la Protection des Données. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Bon vent au programme BrainCoder. Voilà, c'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact, le grand Paris Climat au programme. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Yves Contasso, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Grand Paris Climat. C'est une association, Grand Paris Climat, avec quelle mission, quels objectifs ? Alors, Grand Paris Climat, c'est une association qui a été créée un peu plus de 2 ans, en mai 2023, qui a mis du temps à se créer, mais c'est un travail préparatoire de plusieurs années pour fédérer l'ensemble des agences locales de l'énergie et du climat, ce qu'on appelle aussi les espaces conseils France Rénov', sur le territoire de la métropole, avec la métropole du Grand Paris. Donc, ce sont les membres fondateurs de cette association qui a pour objectif, évidemment, d'essayer d'accélérer la rénovation, je dis bien accélérer. Certains disent massifier, mais on est tellement loin de la massification que pour l'instant, il s'agit surtout d'accélérer pour tenir les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la baisse des consommations d'énergie. Et donc, c'est notre job au quotidien, voilà, de faire en sorte d'aller plus vite et plus loin. Donc, 2 ans et demi d'existence. Est-ce qu'on peut peut-être s'appuyer sur des exemples d'actions que vous avez mené dans ce laps de temps pour bien comprendre sur quoi vous travaillez? Alors, nous n'avons pas vocation à travailler directement avec le public. Nous travaillons avec nos partenaires, que sont ces agences locales de l'énergie et du climat, avec évidemment aussi les structures, qu'elles soient de l'État, des partenaires comme les énergéticiens, etc. Et notre objectif, c'est de faire en sorte déjà qu'il y ait une homogénéisation des méthodes de travail au sein de toutes ces instances, que tout le monde partage les objectifs, que tout le monde... Le même niveau de connaissance, peut-être? Alors, le même niveau de connaissance, d'information, si possible, des outils communs. Aujourd'hui, tout le monde n'avait pas, enfin, jusqu'à une époque récente, tout le monde n'avait pas les mêmes outils, voilà, techniques, etc. De faire de la formation beaucoup aussi. Je donnerai un exemple, faire en sorte que, par exemple, les architectes des bâtiments de France connaissent mieux les problématiques techniques de rénovation, et à l'inverse, que les conseillers des agences locales de l'énergie et du climat connaissent mieux les questions patrimoniales. C'est un exemple parmi d'autres. Évidemment, à chaque fois, on a cette volonté d'harmoniser, de faire en sorte que les gens travaillent mieux ensemble, au service, évidemment, des personnes qui ont besoin de rénover leur logement. Alors, j'ai vu très concrètement, il y a par exemple un guide d'intégration des panneaux solaires que vous avez édité, que vous avez publié. Alors, c'est pas nous qui l'avons conçu, c'est un travail qui a été fait par une agence locale de l'énergie et du climat avec son architecte des bâtiments de France. Et évidemment, comme c'était bien sur un territoire Grand Paris Sud-Ouest, on dit il faut que tout le monde l'utilise. Typiquement, c'est ça, c'est sortir de chacun dans son coin et faire en sorte que tout le monde utilise ce qui marche, ce qui est efficace. Et donc, à chaque fois, on progresse comme ça. Partager les bonnes pratiques. Alors, vous avez mené une riche carrière politique, porte-parole des Verts, cofondateur du mouvement Génération.s avec Benoît Hamon. Est-ce que cette présidence-là de Grand Paris Climat, c'est une autre façon
de faire avancer vos idées. Est-ce que vous le percevez comme ça? Alors, d'abord, moi, j'ai jamais voulu avoir des activités mélangées. J'ai eu un parcours de syndicaliste, je ne voulais pas faire de politique en même temps. Ensuite, j'ai fait de la politique, j'ai abandonné mes activités syndicales. C'était à la CFDT, c'est ça? Voilà. Après, je me suis dit, je ne peux pas faire, je peux pas avoir des activités de responsabilité dans une association tant que j'ai un mandat politique. Et donc, comme je trouvais que j'en avais assez fait en politique en tant qu'élu, j'ai pris des responsabilités associatives après. Mais tout ça, c'est une même vision du monde, je dirais, de la société. Et il y a plein d'outils différents. Et heureusement qu'il n'y a pas que les politiques qui font avancer les idées. Heureusement, il y a les surtout en ce moment, mais même, je veux dire qu'il y a les associations, mais même les entreprises. Enfin, il y a plein de gens qui font avancer. Alors, pas toujours au même rythme, pas avec les mêmes outils, les mêmes moyens, mais du moment que ça va dans la même direction, il faut savoir utiliser les opportunités, les lieux. Alors vous avez, comme moi, pas mal d'expérience et donc je pense de recul ou de sagesse, je ne sais pas, mais là, on vit une période qui est quand même une période compliquée, de retour de bâton, de retour en arrière, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Vous vous dites quoi? C'est un mauvais moment à passer, ou au contraire, c'est le meilleur moment pour porter nos idées parce que c'est presque un combat culturel? Comment vous l'appréhendez, cette période? Alors, ce qu'on appelle ce retour de bâton ou backlash, il est normal. Il est normal parce qu'on arrive à un moment critique. Et donc, il va falloir choisir. Et on le voit bien, l'attitude de M. Trump aux États-Unis, c'est « je ne veux surtout pas revenir sur ma richesse personnelle d'ailleurs, ou de celle de mes amis ». Et en France, on a aussi ça. Quand on voit un certain nombre de grands patrons qui disent « surtout ne touchons pas à nos profits, pas de réduction des inégalités, pas d'avancée dans le monde de l'environnement », parce qu'il y a un moment, il faudra choisir. Et il y a des limites physiques à la planète. Et donc, si on imagine pouvoir les dépasser, on va dans le mur. Mais certains se disent, c'est pas grave, les générations futures se débrouilleront et nous, on en profite. Et donc, c'est là qu'il y a un moment critique, il va falloir choisir. Alors, je suis d'accord avec vous, mais sur le fait qu'il faut choisir, presque un modèle politique ou culturel, mais sauf que c'est leur intérêt personnel. Et par exemple, si on prend la géopolitique de Trump depuis un an qu'il est revenu à la Maison-Blanche, il y a toujours une dimension business. Il ne faut jamais oublier la dimension business. Comme il dit, il est transactionnel. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que ce qui marche dans le discours politique de ces listes-là, c'est qu'elles promettent aux citoyens, aux électeurs, aux consommateurs que finalement, ils ne seront pas obligés de changer grand-chose à leur façon de vivre, à leur mode de vie. Bon. Et c'est peut-être aussi ce qui rend difficile le discours des partis que vous avez soutenus pendant des années. C'est-à-dire que forcément, je pense que c'est le discours qu'on porte du sacrifice, du une erreur, mais ça c'est une erreur majeure de communication des écologistes en général. C'est de laisser penser que tout le monde devra faire des efforts. Alors ça va de l'eau du robinet qu'on laisse couler jusqu'à arrêter de prendre la voiture. Tout le monde n'est pas soumis évidemment aux mêmes contraintes. Quand on sait qu'il y a moins de 10% de la population, en France ou ailleurs, qui émet 50% des émissions de gaz à effet de serre, si simplement ces 10% s'alignaient sur les autres, on aurait fait un pas extraordinaire. Mais on a une difficulté majeure à faire comprendre qu'il doit y avoir une justice environnementale avec une justice sociale. Et là, c'est un des points faibles, je dirais, des mouvements écologistes. Et c'est là-dessus que s'appuient ces populistes, en faisant croire que c'est les pauvres comme les autres qui vont être soumis à des restrictions, alors que franchement, la consommation des ménages les plus modestes, c'est pas elle qui pèse dans le dérèglement climatique. Si on prend je reviens au Grand Paris Climat et à son impact sur les projets, notamment les projets de rénovation énergétique, c'est-à-dire que vous êtes là pour conseiller quel impact réel vous commencez à percevoir, même si son distance est relativement récente. L'impact, c'est d'abord qu'on est de plus en plus écouté à différents niveaux. Là, on a travaillé avec l'ANA, on a travaillé avec la direction régionale du logement, etc. Parce que tout le monde reconnaît qu'il y a un besoin d'aller plus vite et de faire les choses un peu différemment. Je vous donne un exemple. Nous, on a proposé de créer un observatoire de la rénovation énergétique. Personne n'est capable de dire aujourd'hui réellement combien il y a eu de rénovation
par quoi ça s'est traduit en termes de réduction des consommations énergétiques. Ce qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux en termes, y compris de matériaux. Est-ce qu'on utilise plutôt tel ou tel type Monogeste ou voilà. Alors, monogeste, on sait à peu près que c'est pas le top, mais que des fois, on n'a pas les moyens de faire autrement. Voilà. Et donc là, on a proposé cet observatoire. Tout le monde est enthousiaste à l'idée de faire ça, et donc on avance très vite. Je pense qu'en 2026, on aura les premiers éléments de réalisation, et que ça va permettre, de valider l'intérêt de faire de la rénovation. Parce que certains en doutent encore aujourd'hui, en disant, mais puisqu'on va se réchauffer, il n'y aura peut-être plus besoin de faire du confort d'hiver, parce que de toute façon, on aura moins froid l'hiver. Ce n'est pas vrai du tout. Oui, puis on sait que le confort d'été, c'est une vraie question. Par ailleurs, il y a le confort d'été, qu'on mesure mal, etc. Donc, c'est là-dessus que nous, on veut travailler, en faisant un effet de levier, je dirais, avec tous ceux qui, à un niveau supérieur, ont des responsabilités dans les politiques publiques. Et en même temps, accompagner les gens du terrain pour qu'ils puissent mieux communiquer sur ces questions-là. Et ça les aidera aussi dans les conseils qu'ils pourront prodiguer. On dit, ça marche mieux, faites plutôt comme ci ou comme ça. Voilà. Vous dites qu'il faut une révolution du Grand Paris. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui doit changer ? S'il faut une révolution, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Ce qui ne marche pas, quand la métropole du Grand Paris a été conçue et créée, il y a quand même déjà quelques années, tout le monde disait, entre les communes et la région, il manque un élément, un niveau intermédiaire. Un échelon, oui. Voilà. Et depuis que la métropole a été créée, il y a un certain nombre des deux côtés, d'ailleurs, du côté des maires ou de la région, qui disent supprimons la métropole. Si c'est pour revenir à quelque chose qui ne marche pas, c'est pas terrible. D'accord. La vraie question aujourd'hui, c'est de donner beaucoup plus de moyens à la métropole pour qu'elle agisse plus efficacement. La métropole est naine financièrement parce que tout l'argent qu'elle perçoit repart dans les collectivités locales. Et donc, il faut qu'on lui donne beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de moyens. Il n'y a pas de solution à beaucoup de problématiques environnementales au niveau inframétropolitain. La question de la pollution, la question des déplacements, la question des déchets, la gestion de l'eau, etc. Il n'y a pas de solution au niveau local, municipal. Ça n'est qu'au niveau métropolitain, à minima, on peut agir. Mais est-ce que c'est pas la région quand même le bon échelon administratif ? Parce que j'entends vos arguments, mais on est déjà dans un pays où on a beaucoup d'échelons administratifs. Donc mais ça veut dire un transfert de compétences des communes ou de petites intercommunalités vers la métropole. Et la région devrait aussi céder une partie de ses prérogatives, notamment en matière économique ou de déplacement, pour que la métropole ait plus de pouvoir. Mais la région, c'est pas son job. La région, elle a un autre niveau d'intervention et elle ne peut pas tout faire. Elle aussi. Et d'ailleurs, la vraie question, c'est la taille de la région qui n'est pas à la bonne dimension. Elle devrait intégrer les marges de la région où les gens viennent travailler dans l'Île-de-France, voire à Paris, alors qu'ils sont dans d'autres régions. Ça n'a pas de sens non plus. Quelles difficultés vous rencontrez chez Grand Paris Climat pour là, on va parler de rentrer dans le détail des travaux de rénovation, pour mobiliser les habitants. Parce que vous dites, on est très loin de la massification. Il faudrait déjà commencer par accélérer. Donc ça veut dire qu'on a pris du retard. Les freins, quels sont les freins et comment vous les levez, en fait ? Il y a beaucoup de freins. Un des freins, d'abord, c'est l'absence de politique stabilisée sur une certaine période. On l'a vu cette année avec MaPrimeRénov' qui s'arrête, qui repart, qui s'arrête pour certains, pas pour d'autres, et puis on change les règles. Si vous prenez, par exemple, une copropriété, c'est l'essentiel du mode d'habitat sur la métropole. Les copropriétés, en gros, il leur faut 3 à 5 ans avant de mener à bien des travaux de rénovation. Le principe des assemblées générales très compliquées pour prendre les décisions, voter les travaux, etc., c'est 3 à 5 ans. Si les règles elles changent, les gens, ils se disent, on attend d'y voir clair, parce que si on décide aujourd'hui et puis que demain les financements qu'on imaginait ne sont pas là, ça ne marche pas. C'est une première règle. Le premier obstacle, je dirais. Deuxième obstacle, quand même, c'est aussi ce qui reste à payer quand on fait des travaux. Ce qu'on appelle le reste à charge. Il y a des subventions, quelquefois assez conséquentes, mais pour un ménage modeste, s'il faut qu'il paye encore 20 ou 30 000 euros pour mener à bien une rénovation de son logement, de pas faire il les fait pas, il peut pas. Et le modèle de financement français est un modèle qui ne marche pas, alors qu'on a des modèles en Allemagne, en Suisse qui marchent très très bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait importer ? On pourrait importer déjà d'avoir une banque
de la rénovation, comme il y a la KfW en Allemagne. Ça marche. C'est une banque qui est chargée de financer. Et puis, en lui appliquant le modèle suisse, où, en fait, quand on vous fait un crédit, vous n'allez pas rembourser l'intégralité du capital, mais vous allez rembourser des intérêts simplement, et sur une période très très longue, ce qui fait que tous les mois, vous payez très peu, et vous n'avez pas cette contrainte d'avoir remboursé le capital. Et si vous vendez votre bien immobilier, c'est les successeurs qui prendront en charge ces intérêts. Et donc, en fait, on prête au bâtiment, on prête pas à la personne. Et c'est ça qui change philosophiquement la manière de travailler. On a tenté de convaincre le gouvernement. Certains ministres étaient pour, mais il y a un petit verrou qui s'appelle Bercy. Et comme dans beaucoup d'autres domaines, il est très difficile à déverrouiller. Oui, et puis depuis 1 an et demi, c'est difficile de trouver les interlocuteurs aussi. Il y a eu pas mal de périodes de vacances gouvernementales. On a eu un jour sur 2 où il n'y avait pas de ministre en exercice. C'était les ministres qui expédiaient les affaires courantes. Un jour sur 2 quand même, souvenons-nous de ce chiffre. On va parler de la dimension, qui est vraiment une dimension très parisienne et des monuments historiques. Et alors je vais vous donner un chiffre, c'est l'Institut Paris Région qui nous dit, alors ça va au-delà de Paris, en Ile-de-France, 44% des logements se situent dans les périmètres des abords de monuments historiques, et en tout 51% du parc se situe en zone protégée. Ça rejoint ces chiffres, ces statistiques, la question que celui qui était à votre place la semaine dernière, Hubert Boisredon, le patron d'Armor Group, voulait vous poser. On l'écoute. Alors bonjour Yves Contasso. Écoutez, je suis très impressionné par votre engagement pour le climat, et notamment à Paris. Et donc ma question, c'est en fait comment pouvez-vous intégrer les énergies renouvelables dans la rénovation énergétique du Grand Paris, et en particulier en respectant le patrimoine architectural parisien. Voilà, est-ce que ça crée des tensions entre ces deux objectifs? Et comment le réglez-vous? C'est, j'imagine, un de vos défis principaux? Non. Non, c'est vrai. Non. C'est une apparence de contradiction. Oui. On a tenu hier précisément un colloque, c'est notre 3e colloque sur ce thème-là, patrimoine et rénovation. Oui. Est-ce que c'est un oxymore ou pas? Non. Au contraire, il faut simplement faire preuve d'imagination et dépasser souvent des apparentes contradictions qui sont liées à nos manières de voir notre histoire, nos habitudes, etc. Mais il n'y a aucun souci. On fait très très bien de la rénovation sur des bâtiments à forte valeur patrimoniale. Ça n'est pas techniquement compliqué. C'est simplement que l'approche n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il faut dès le départ, avant même de faire des études sur je vais mettre une isolation comme ci, comme ça, il faut se poser la question et travailler avec des architectes pour dire quelle est la nature de ce bâtiment, quelles sont ses spécificités, parce que chaque bâtiment est un cas particulier. Est-ce que la façade nord est la même que la façade sud? Est-ce que il va falloir que je fasse d'un côté l'isolation par l'extérieur, de l'autre côté une isolation par l'intérieur, etc. C'est très fin comme approche. Mais si on est capable de se mettre ensemble, il n'y a aucune difficulté et il y a beaucoup de belles réalisations qui le démontrent. J'en doute pas, vous allez nous donner des exemples, mais le mot ensemble, il est très important parce que bien sûr. Les architectes des domaines ne sont pas forcément des facilitateurs, vous voyez ce que je veux dire? Je généralise. On a, pas moi, mais alors je vais vous citer plein d'exemples d'amis qui ont été confrontés à ces difficultés-là. Alors, mais vous avez raison. Et je dis pas, souvent c'est pour le bien de la ville, de son patrimoine. Mais ça devient galère, quoi. C'est galère, pourquoi? Parce que très souvent, c'est une question de méthode. C'est-à-dire qu'effectivement, trop souvent, les gens se lancent dans un processus de rénovation, et l'architecte des bâtiments de France, il arrive à la fin, il arrive avec un projet qui est ficelé. Et il dit, mais il ne va pas, le projet. Alors que s'il est associé dès le départ, ou que d'autres architectes sont associés dès le départ en intégrant cette dimension-là, le dialogue fait qu'il y a beaucoup moins de blocages. Il peut y avoir quelquefois des blocages, mais c'est assez facile de les dépasser. Voilà. Et donc, nous, par exemple, on est en train d'installer, on l'a fait, là, des réunions entre les ABF, les architectes des bâtiments de France, et les conseillers France Rénov' de chaque département. On fait des réunions. On en a déjà fait 3 sur les 4 départements qui nous concernent. Et on fait bientôt, la semaine prochaine, encore un colloque là-dessus avec les professionnels pour justement voir ensemble comment ils peuvent améliorer ça. Et il n'y a pas de difficulté. Alors, sur les renouvelables, l'agence parisienne d'urbanisme a montré, l'atelier parisien d'urbanisme a montré qu'il y avait des toits
plats à Paris sur lesquels on pouvait mettre des panneaux solaires sans aucune difficulté. J'allais y venir aux panneaux solaires. Mais c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Ouais. Là encore... Allez, on va pas mettre des panneaux solaires sur les toits en zinc de Paris, qui mais sont non, la ça, signature bien sûr, architecturale. mais il n'y a pas besoin. Là, sur les toits en zinc, on sait ce qu'il faut faire. Ça apporte un nom barbare, Starking. C'est en gros, il faut surélever le toit de 50 cm pour pouvoir l'isoler sans faire baisser la hauteur sous plafond du dernier étage. Ça coûte cher. Eh oui. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, le statut des copropriétés fait que les copropriétaires qui habitent dans les étages inférieurs, ils disent mais pourquoi on paierait pour le dernier étage? Et donc il faut qu'on arrive à changer ça aussi et qu'il y ait des modes de financement spécifiques. Alors les chiffres varient, c'est entre 60 et 90 000 logements à Paris qui peuvent devenir inhabitables avec le réchauffement climatique, parce qu'en été on pourra avoir 45 voire 50 degrés dans les logements. Donc c'est physiquement inhabitable. Donc si on ne prend pas ça en charge, eh bien, on aurait des vraies difficultés. Oui, mais alors ça revient au modèle suisse dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que la valorisation du bâtiment va en souffrir, mais peut-être à moyen terme. Donc, c'est plus que la valorisation. Et tous les propriétaires doivent se sentir concernés. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, alors certains prétendent qu'à chaque changement de classe d'étiquette du DPE, on gagne 9% de la valeur du patrimoine. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens... on ne peut pas l'intégrer, pardon de vous interrompre, mais on n'arrive pas encore, j'ai l'impression, à l'intégrer au modèle économique, puisqu'on est encore dans un modèle économique subventionné. C'est ce que vous nous décrivez. Alors, il est en partie subventionné, mais encore une fois, ça n'est qu'une partie, et le reste à charge est très important, ce qui bloque. C'est une des principales objections, d'ailleurs, le reste à charge. Et donc, on a plus de 50% des gens qui ne peuvent pas avoir accès au crédit, plein de paramètres, et donc qui ne peuvent pas faire de la rénovation. Donc, si le modèle ne fonctionne pas, moi j'ai eu l'occasion d'en parler à niveau élevé de l'État, et ils disent, c'est la libre concurrence, on n'a pas, nous, à s'en mêler. Mais la libre concurrence montre que ça ne marche pas. Et donc, il faut qu'on change le modèle, encore une fois, de financement. Mais est-ce que c'est pas les banques plutôt que l'État qu'il faut convaitre? Parce que c'est elles qui vont prêter ou pas, quoi. Mais bien sûr, mais les banques, alors je ne suis pas rentré dans la mécanique, mais c'est très très compliqué pour elles, parce qu'aujourd'hui, si elles vous prêtent de l'argent à vous, personne physique, elles ne se refinancent pas auprès de la Banque de France, et donc elles ne gagnent pas d'argent, alors que si elles prêtent une entreprise, elles gagnent de l'argent. Et donc le modèle ne va pas là non plus. C'est pour ça qu'en Allemagne, il y a une banque dédiée, et en France, ça devrait être une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, qui devrait faire ça. On l'a un peu évoqué, mais je voudrais qu'on reparle de ma prime rénov et de la politique générale de rénovation, avec effectivement cette prime qui a été suspendue, parce que elle coûtait trop cher certainement au budget de l'État, parce qu'il y a eu quelques fraudes aussi, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Les certificats d'économie d'énergie qui vont prendre de plus en plus de place parce que ça coûtera moins cher à l'État. Tout ça mis bout à bout, on est quoi? On est dans un phénomène d'assèchement, là, aujourd'hui? Alors c'est peut-être conjoncturel, mais c'est réel. Ça fait partie du backlash dont vous parliez tout à l'heure. L'environnement, ça commence à bien faire, on connaît la formule. Et donc, c'est la formule de Nicolas Sarkozy. Voilà, et donc il y a tout un lobby, il faut bien le dire, qui a envie qu'on réduise tout ce qui est financement lié à la transition écologique au sens large. Donc ça touche la rénovation des bâtiments, l'agriculture, les déplacements, etc. Et donc, il y a cette pression pour donner moins d'argent. Ce qui veut dire qu'il faut faire des choix, dans ces cas-là, pour les organismes qui financent. Et on voit bien que l'ANA est obligée de dire, est-ce que je finance que de la rénovation globale? C'est un peu la stratégie. Est-ce que je reviens et je permets ce qu'on appelle les monogestes, juste changer les fenêtres, etc. Là encore, il faudrait qu'on ait un travail plus fin. Je vais prendre l'exemple parisien des bâtiments haussmanniens. Les façades, il y a quasiment pas besoin d'y toucher. Mais dans une rénovation globale, on va vous dire, mais vous n'avez pas isolé les murs? Alors que ça ne sert pas à grand-chose. Le gain sera très faible. Par contre, vérifier que les fenêtres sont de bonne qualité, vérifier que le toit est isolé, voire éventuellement les caves, les façades arrière sur cour, qui ne sont pas du tout avec la même architecture et même valeur patrimoniale. Là, on peut faire de l'isolation. Et voilà, donc si on travaille plus finement, on va s'apercevoir que ce n'est pas une rénovation globale
classique, je dirais. Il faut qu'on arrive à sortir d'un modèle standard. Chaque cas est un peu particulier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règlements ou la loi même sont plus adaptés? Il faut les changer ou alors... Oui, il faut sortir d'un système normatif un peu standardisé qui imagine un peu trop que tous les bâtiments construits à telle époque sont identiques, alors que ce n'est pas le cas. Si vous êtes à l'ombre d'un autre bâtiment, évidemment, c'est pas la même chose que si vous êtes plein sud, etc. Et donc, il faut qu'on arrive à dire, oui, il y a des objectifs, mais il faut qu'on soit plus souple sur la manière d'interpréter les normes. Ce qui compte, c'est les objectifs qu'on veut atteindre, et c'est pas forcément les moyens qu'on vous impose pour y arriver. Pour travailler avec les acteurs privés du bâtiment, à part des banques, évidemment, les entreprises, les bureaux d'études, vous avez besoin de données et est-ce que vous les avez? Alors, pour l'instant, personne ne les a. Elles sont émiettées, elles sont réparties un peu partout. Et c'est le sens de notre observatoire. On a réuni à peu près tous les gens qui ont des données. Et on leur dit, est-ce que vous êtes prêts à les mettre en commun pour qu'on puisse y voir clair? Tout le monde est d'accord. Maintenant, il va falloir le faire. Et c'est pas si simple. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va pas faire la grande révolution du jour au lendemain parce qu'on sait que ça marche pas, ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va y aller brique par brique. Donc, l'ANA est très enthousiaste pour nous partager ces données. Les autres services de l'État sont d'accord. Il y en a même un qui va nous financer en partie pour y arriver. On a les énergéticiens qui sont prêts à nous donner leurs données. On a évidemment tout ce qui concerne les structures de bâtiments, le CSTB, etc., qui sont prêts à avancer. Donc, on va le faire. Et de manière à ce que tout le monde puisse partager ces données et vérifier ce que ça donne. Quand on fait de la rénovation, on a souvent un projet de faire moins 50% de consommation. Est-ce qu'on y arrive? Ou est-ce qu'on est à moins 25? Ou est-ce qu'on va au-delà? Pourquoi c'est important? Parce que derrière, ça permet de prendre les bonnes décisions, ça permet de les financer. D'abord, c'est une évaluation du financement des politiques publiques et c'est pas nul. On est preneur. Voilà. Et deuxièmement, ça permet de piloter les politiques publiques en disant ça marche, donc on en fait plus, ça marche pas, on réoriente, voire on abandonne. Est-ce que vous avez ce que vous mettez en place là, à la dimension du Grand Paris, soit ça pourrait être dupliqué ailleurs, ou est-ce qu'à l'inverse, vous regardez ce qui se fait dans d'autres grandes capitales pour vous en inspirer? Vous avez parlé de la Suisse, bien sûr, de d'autres pays. Mais... à la fois on regarde ce qui se fait ailleurs et tout ce qui va bien, il n'y a pas de raison de ne pas s'en inspirer. Et alors, qu'est-ce que nous on fait bien qui peut inspirer les autres? À ce qu'on fait bien, par exemple, ce travail avec les architectes des bâtiments de France, on est les seuls à le faire en France pour l'instant, mais on sait que d'autres s'interrogent parce que ils disent aujourd'hui on a des tensions parce qu'on n'a pas assez dialogué, etc. Donc c'est regardé. Et l'ANA nous dit votre observatoire, si ça marche bien, ça sera sans doute un modèle qu'on pourra étendre à l'ensemble de la France. Vous voyez, donc il y a des choses qu'on fait comme ça qui permettent d'avancer sur le mode de financement. Moi, ce que je porte, ce qu'on porte en Paris Climat sur un autre modèle de financement. Je sais que il y a des groupes à l'Assemblée nationale qui regardent ça d'un peu près parce que ça les intéresse aussi. Donc vous voyez, on est à un espèce de système de réseau, je dirais, extrêmement varié. Merci beaucoup Yves Contasso et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up, l'univers de la santé. Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation. J'accueille Francis Niog, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de FirstDoc, jeune entreprise créée en septembre 2025 avec Tania et Cyril Guigonrec et Sacha Guillemot. C'est quoi le principe? Pourquoi vous avez créé FirstDoc? Alors, FirstDoc, c'est parti d'un problème que j'ai eu, enfin pas moi vraiment, mais plutôt ma maman, qui a eu un souci de santé cet été. Son médecin savait pas trop ce qu'elle avait, mais il lui a demandé quand même de prendre un rendez-vous chez un cardiologue. Sauf que le cardiologue lui donne un rendez-vous seulement 4 mois après. On l'a tous vécu ça. Voilà, autant dire qu'elle avait le temps d'avoir une crise cardiaque 10 fois. Donc je me suis dit que ça pouvait pas se passer comme ça. Donc j'ai commencé à faire des recherches, à regarder un petit peu sur les différentes plateformes qui existaient, et je me suis rendu compte qu'effectivement, en quelques jours, je suis passé de 4 mois à 2 semaines et demie d'attente. Et c'est là que je me suis dit que, en fait, il y avait des créneaux qui existaient, mais sauf que les gens le voient pas forcément. Donc, il y avait peut-être la possibilité de pouvoir permettre à des gens de pouvoir accéder à des séances un peu plus rapidement. Donc, FirstDoc, pour l'instant, c'est une plateforme qui permet quoi d'avoir l'éventail des disponibilités. En fait, c'est comme une sorte de sky scanner, mais pas des vols, mais plutôt de la santé. Où on va aller avoir une vision un peu globale des différentes plateformes et des différents outils de prise de rendez-vous pour pouvoir
permettre une sorte de veille qui nous permet d'être alertés directement dès qu'il y a une place qui se libère. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des places se libèrent tous les jours, parce qu'il y a des no-shows, parce que... des gens qui viennent pas. Des gens qui viennent pas et autres. Et donc, on n'est pas forcément au courant de ça. Et donc, nous, on permet justement d'avoir cette hauteur de vue pour pouvoir être plus performant. D'accord. C'est quoi le modèle économique de First Doc? Alors, l'idée, c'est de pouvoir avoir un freemium qui permette à l'utilisateur de pouvoir avoir tout de suite une date de rendez-vous. Après, l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'il paye le moins possible. Donc ensuite, il y aura une version premium qui sera d'une quinzaine ou vingtaine d'euros par an, qui permettra justement de pouvoir faire des multi-requêtes et des alertes, justement, pour pouvoir avoir une meilleure date à chaque fois que celle qui est proposée. Il n'y a pas de participation des professionnels de santé dans ce modèle? C'est aussi l'idée quand même, parce que on sait que les professionnels seront très intéressés de se servir de cet outil comme une sorte d'outil d'adressage, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué aussi pour les médecins de pouvoir réorienter vers d'autres praticiens. Ils sont obligés parfois d'aller sur Doctolib ou de passer 10 coups de fil pour avoir un rendez-vous chez un pneumologue, alors qu'avec notre plateforme ils auront juste à cliquer sur un bouton pour avoir tout de suite le rendez-vous disponible. Alors justement, comment vous vous différenciez des plateformes existantes? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on est... Par exemple, vous n'avez pas comparé Skyscanner avec Air France. En fait, nous, on est un agrégateur de rendez-vous. Donc, si demain, les rendez-vous sont sur Doctolib, pour parler de Doctolib directement, on sera très content de directement réorienter vers Doctolib. Nous, c'est l'idée d'avoir une vision plus globale sur les rendez-vous. On est orienté vers le patient et pas vers le médecin. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, aujourd'hui, quand ils veulent un rendez-vous avec un spécialiste, ils ne veulent pas forcément docteur Pierre-Paul ou Jacques, ils veulent surtout quelqu'un qui va leur proposer un rendez-vous rapide, et avoir une réponse rapide à leurs problèmes qu'ils peuvent avoir. Et justement, vous avez, alors c'est sans doute trop tôt, septembre de cette année, pour répondre à la question, mais modéliser un peu le gain de temps que vous pouvez proposer, c'est-à-dire que le délai d'attente moyen, ça doit dépendre des spécialités, etc. Et puis ce que vous pouvez. Ça dépend beaucoup des spécialités, effectivement, mais on se rend compte qu'effectivement qu'on réduit les délais de 60-70% facilement, parce que justement, nous, on va avoir cette hauteur de vue qui va nous permettre de voir sur les autres plateformes ce qui se passe. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que on se rend compte que il y a, par exemple, en dermatologie, c'est pas pareil qu'en ophtalmologie ou en gynécologie. Dermatologie, il y a un vrai problème aujourd'hui, parce que beaucoup de dermatos se sont tournés vers l'esthétique, ce qui fait que on a une réponse qui est pas forcément adaptée aujourd'hui. Donc on est en train de travailler sur ça justement pour avoir une réponse encore plus précise. Mais c'est vrai que on réussit quand même à réduire les délais de moins 60%. Quels freins vous rencontrez ou vous avez rencontré pour créer First Doc? Les freins, c'est un peu cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de pouvoir vraiment pouvoir travailler main dans la main avec les différentes plateformes et les différents partenaires pour pouvoir avoir une réponse qui soit beaucoup plus précise. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est ce que je disais par rapport au dermato, on peut se retrouver parfois à donner un rendez-vous, mais que ce rendez-vous finalement ne matche pas parce que le dermato ne va pas forcément faire de la vénérologie, mais il va plus être dans l'esthétique ou des choses comme ça. Donc là, il nous faut être un peu plus précis, et pour ça, il faut qu'on puisse vraiment aller plus loin dans le partenariat avec les plateformes qui sont en place aujourd'hui. Merci beaucoup et bon vent à First Doc. Firstdoc.fr. Firstdoc.fr, le message complet est passé. Je vous dis à demain pour un nouveau Smart Impact, et je remercie Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la production, le réalisateur Loïc Allègre et Alban Jacquin au son. Salut!